Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui me tient beaucoup à cœur puisque on va parler de ma série préférée, très clairement. J'en ai déjà fait plusieurs vidéos dessus, mais cette série est terminée. Elle s'appelle Stranger Things. Vous le savez aussi bien que moi puisque beaucoup d'entre vous sont fans de cette série qui a commencé en 2007, qui nous a suivis pendant 10 ans et qui a vu le dernier épisode clôturer cette magnifique épopée de 10 ans le 1er janvier 2026. Et voilà, c'est vrai que elle a mis du temps à sortir cette vidéo, je voulais la sortir plus tôt, mais le truc c'est que voilà, il y a des changements d'emploi du temps, je vais pas rentrer dans le détail, et c'est pas plus mal parce que du coup j'ai pu prendre vraiment pas mal de recul sur la série, voir tout ce qu'on en disait après, toutes les théories qu'il y a eu, etc. Bref, on va pouvoir un peu parler de tout ça et essayer d'être un peu plus objectif que je ne l'aurais été si j'avais fait la vidéo directement après la clôture de la série. Voilà. Est-ce qu'on va perdre plus de temps? Je pense pas. C'est parti pour Stranger Things, saison 5. Alors, remettons-nous un petit peu dans le contexte. On a donc 8 épisodes dans cette dernière saison qui se passent 18 mois après les événements de la saison 4. 8 épisodes séparés en 3 volumes. On a eu 4 épisodes dans un premier temps, dans le volume 1. Après, on a eu 3 épisodes dans le volume 2. Et enfin, un volume 3, un épisode final de 2h10. Pour appuyer mon propos, je vais vous présenter ce graphique. À droite, vous avez toutes les notes du site IMDb par rapport à la série Stranger Things. À gauche, vous avez la même chose, mais pour Game of Thrones. Pourquoi je montre ça? Parce que je pense que Stranger Things, déjà, est victime de ce qu'on pourrait appeler le phénomène Game of Thrones. Game of Thrones, c'est une série qui a vraiment accompagné énormément de monde sur 8 saisons pendant plusieurs années et qui a été adorée. Vous voyez les notes, enfin, t'as des épisodes, fin de saison 6, on est à 9,9. Ça veut dire que les gens ont vu cet épisode, se sont dit, il est parfait, il n'y a rien à redire, quoi. Donc c'est assez impressionnant. Et là, on a une saison, la 8, on dirait la saison de trop. On a l'impression que la série s'est totalement cassée la gueule. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Je suis pas là pour dire oui ou non parce que je n'ai pas vu la série, je vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas. Cependant, je sais que beaucoup de gens disent que, ok, la dernière saison, elle est à chier. Certes, peut-être. Je suis personne pour vous contredire. Mais je sais aussi que certains ont mis une mauvaise note parce que il y a deux raisons à ça. C'est d'une part parce que voilà, c'est une page qui se tourne, la fin d'une ère, quelque chose qui va faire mal aux fans de la série parce que voilà, c'est quelque chose qui les habitait, qui les a accompagnés pendant des années et finalement ils se retrouvent du jour au lendemain dans un vide. C'est comme je sais pas s'il y a trop de comparaisons avec ça, mais bah moi par exemple, ça a été un peu ce cas-là quand Endgame est sorti, tu vois. J'ai l'impression que c'était la fin du MCU. Et voilà, cette saga que je regardais pendant des années, qui subit une première fin, ça fait bizarre. Les personnages que tu connais depuis des années, tu vas plus les revoir sur un écran. Enfin, dans de nouvelles aventures. Ça te laisse un vide, ça te laisse un manque. Et en fait, t'en as, pour éviter de trop souffrir, entre guillemets, de ce manque, ils vont créer une certaine de haine, de colère envers la série pour mieux commencer à se détacher et ne pas trop souffrir de ça. Ça peut vous paraître bizarre ce que je dis, mais quelque part c'est humain et ça, je sais pas si c'est un peu de la mauvaise foi de mettre des notes comme ça, mais du coup, voilà, il y a ce truc qui se crée. Et l'autre phénomène aussi, c'est que les gens, vous voyez, là, il y a eu 7 saisons, on vous dit, ok, là, on est sur la fin de la série, donc forcément, les théories vont arriver de toutes parts. C'est limite si les fans ne se sont pas plus appropriés la série que les réalisateurs eux-mêmes. Donc on va avoir des théories, mais à foison. Des dizaines qui vont être plausibles, honnêtement, d'autres qui vont être complètement farfelues, capillotractées, enfin tout ce que tu veux. Et c'est certainement possible, et c'est souvent le cas, que la fin n'est pas celle que les fans avaient fait dans leur tête. Et comme c'est pas la fin que les fans voulaient, bah, ils sont forcément déçus. Manque d'objectivité sur la vraie fin qui est proposée, pardon,
par Netflix ou HBO, dans le cas de Game of Thrones, et on se retrouve avec des notes catastrophiques. Enfin, je parle pour Game of Thrones. Là, pour Stranger Things, vous voyez que les notes sont plutôt correctes, même si sur les 2 derniers épisodes, même sur les 4 derniers, ça mériterait mieux. Et on va voir ça juste après. Tout ça pour dire que les gens ont été ultra sévères envers Stranger Things et que cette saison 5 n'est pas si mauvaise que ça et que il y a eu beaucoup d'exagération autour de ça. Et je vais vous montrer ça juste après. Mais en vérité, je suis obligé d'aller un petit peu dans ce sens-là parce que, à mon sens, et là on entre dans une critique personnelle que vous allez peut-être rejoindre, le défaut majeur de cette saison 5, c'est son premier épisode. Et là aussi, il y a 2 raisons à ça. La première raison, c'est ça. C'est pas la tour, le fait qu'ils aient un nouveau lieu qui s'appelle le Squawk ou quoi. C'est ces images. J'adore Joe Keery, j'adore l'acteur, j'adore ses musiques, j'écoute que ça en ce moment. C'est pas ça le problème non plus. Le problème, c'est que on voit que c'est un fond vert ou bleu, enfin la couleur que vous voulez, mais on voit que c'est pas vrai, ils sont pas vraiment montés en hauteur. Alors certainement qu'il y a des assurances que c'est dangereux, que c'est compliqué de tourner là-haut. Je ne dis pas, mais les effets visuels qui ont quand même été quelque chose d'assez caractéristique, c'est quand même le point fort de cette série fantastique. Depuis la saison 1 où ils avaient très peu de budget jusqu'à la saison 4 qui était visuellement avec beaucoup plus de budget, vraiment exceptionnel. En termes d'effets visuels, on ne pouvait pas, t'as l'impression qu'on était au summum de ce qu'on pouvait faire. C'était vraiment ultra bien fait, ultra beau à regarder. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Qui m'a fait ces fonds bleus? Genre, les gars, allô? S'il vous plaît, genre, faites un petit effort, je sais pas. C'est, déjà, c'est pas que ça te sort du truc parce qu'on est à l'épisode 1, mais ça te facilite pas à y entrer, tu vois. Et surtout quand on a ça après. Ça, c'est pas de la saison 5, c'est la fin de la saison 4. Pour vous remémorer un petit peu tout ça, si vous avez pas vu la saison 4 avant de vous replonger dans la 5, c'est les dernières images de la saison. On a le monde qui se coupe en 4, l'Upside Down qui arrive un peu dans le monde réel, avec des fumées, des incendies qui arrivent de partout. C'est le bordel, c'est le chaos total sur Terre. Pendant un moment, il y a eu cette rumeur qui disait que voilà, la saison 5 serait un peu différente, qu'on aurait 2 premiers épisodes qui seraient juste après cette image-là, qui permettraient de voir comment nos héros s'en sont sortis. Après, on aurait eu un timelapse et la suite de la saison. Franchement, j'étais plutôt OK avec ça. Et au final, on se retrouve donc directement 18 mois après ces événements-là avec ça. Pourquoi j'ai choisi cette image? Parce que, donc, vous voyez, c'est des gens qui font de la luge, hein, quand même. Jusqu'ici, ça pourrait pas être étonnant. Mais là, vous dites, ils font de la luge sur quoi? Parce que, quand on regarde, c'est pas du bitume. C'est des plaques de métal. Et il y en a sur tout le long. Et ces plaques de métal cachent la faille qu'on voit, tout simplement, sur l'image. Ils ont détruit l'un des plus gros cliffhangers qu'ils avaient mis en place en une séquence. C'est trop le seum. J'avoue que j'ai été dégoûté de voir qu'ils avaient créé un suspense immense. On a attendu 3 ans pour avoir la réponse de comment ils vont s'en sortir pour qu'on termine sur un truc comme ça. Mais sérieux, quoi. J'ai trop le seum. Franchement, c'est pour ça que cet épisode 1, je l'ai vraiment pas apprécié. Enfin, presque pas. J'ai été très déçu et j'ai eu du mal à rentrer dans la série, dans la saison 5, à cause de ça. Et ensuite, heureusement que ça allait mieux. Notamment grâce à nos 2 arrivants, ces nouveaux personnages, ces jeunes enfants. Visiblement, les frères de Furs savent très bien caster les gosses parce que à chaque fois, ils ont vu juste. Et là, avec Ned Fisher dans le rôle d'Holly Wheeler et Derek, c'est le meilleur casting qu'ils pouvaient faire. Franchement, ces gosses sont attachants. Certains même vont jusqu'à dire que c'est les meilleurs personnages de la série, les meilleurs acteurs de la série. On pourra revenir là-dessus parce que moi je trouve que le cast a été très bon tout le long de la série et dans cette saison également. Mais voilà, en tout cas, ces deux-là, ils vont crever l'écran et ils ont une brillante carrière qui les attend. Je vais pas trop spoiler quand même
pour éviter ceux qui l'ont pas encore vu, mais dépêchez-vous quand même, hein. Donc l'épisode 2, on monte crescendo, c'est plutôt cool. Épisode 3, on monte crescendo, c'est très très cool. Et on arrive à l'épisode 4. Et l'épisode 4, c'est très très cool. Mais quand je dis très très cool, c'est vraiment excellent. Genre, c'est l'un des meilleurs épisodes de la série. Et je pèse mes mots. Parce que, vous voyez ce mec-là, Will Byers. Je parle pas de l'acteur, je parle du personnage de Will Byers. J'aime bien son arc. J'aime bien son arc parce que, voilà, jusqu'ici, c'était un peu, pendant 4 saisons, Frodon Sake. Genre le mec qui porte un fardeau, qu'on transporte partout, qui est un peu la victime de l'histoire, et qui avait rien demandé à personne, ce qui est le cas, certes. Donc c'est pour ça que aussi il fait un peu penser à Frodon. Mais, à la différence de celui-ci, Will Byers, à un moment, ça y est, là, il se dit, faut que j'arrête de faire ma victime, faut que je me reprenne en main, que je me redresse, et ça y est, genre, c'est le moment d'affronter ses peurs, d'aller au bout, tu vois, et de soutenir mes amis qui, qui combattent, qui me défendent depuis 6 années, tu vois. Et il prend une aura, une confiance, il se développe trop bien, ce personnage. J'ai vraiment beaucoup apprécié son arc durant cette saison 5, et sa finalité est vraiment géniale. C'est leur main caractère depuis le début de la saison, et ils l'ont très bien respecté. Et en fait, ce qui rend encore mieux cet épisode, et ce final, d'où provient cette image, c'est aussi toute cette séquence dans ce qu'on appelle le Maxi, la zone militaire qu'on retrouve, qu'on nous pose dès le premier épisode, qui est en plein milieu de Hawkins, qui est vraiment géniale. Enfin, cette séquence, c'est une séquence de combat. On sent qu'il y a eu de la technique, de la maîtrise. Et là, pour le coup, visuellement, on s'est rattrapé par rapport à l'épisode 1. Voilà, je pense que c'est vraiment à partir de la saison 4 de l'épisode 4, pardon, que je me suis dit, ok, ça y est, là, je suis dedans. Je suis dans cette saison 5 et c'est parti, j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, passons au volume 2. Le volume 2 est plutôt intéressant. On sent que on doit conclure les arcs dans ce volume 2 pour se concentrer uniquement sur cet épisode final qui va être le clou du spectacle. J'ai bien aimé ce volume 2, je l'ai un peu plus apprécié, je trouve que ça monte crescendo, là encore, que on est vraiment sur cette pente pour atteindre un pic dans l'épisode 8. Et je pense que mon préféré de ce volume 2, c'est Escape from Camazotz. Vraiment en termes de créativité, d'inventivité, de compréhension de ce qu'est l'Upside Down. C'est l'épisode le plus abouti, celui qui nous fait comprendre le plus de choses et le plus intéressant à mon goût. Voilà. Et avant de rentrer dans ce dernier épisode, je voudrais juste qu'on se pose 2 minutes pour parler du cast. On a parlé des nouveaux qui arrivent, mais je veux parler de ceux qui sont là depuis le début. On vient de parler de Will Byers, qui est encore mieux interprété par Noah Schnapp. Je trouve qu'il joue très bien dedans. Voilà. J'ai toujours rien à dire sur Gaten Matarazzo. C'est un personnage que j'adore. Son développement, il est génial. Et il m'a vraiment touché dans ces 7 premiers épisodes. Pareil pour Caleb McLaughlin, qui est son personnage de Lucas, qui est vraiment détruit, enfin qui a du mal à se relever du de la perte de Max ou pas, enfin dans l'état dans lequel elle a été laissée pendant pendant ces mois, tu vois. Il y a aussi le fait qu'ils prennent un peu de d'aura, et c'est pareil pour Mac Wheeler, son personnage qui était jusqu'ici presque insupportable, il me saoulait, il était vraiment très gamin. Dans la saison 4, je trouve qu'il avait le charisme d'une asperge, enfin il était un peu genre il était là quoi, il n'y savait pas grand chose. Là dans la saison 5, je retrouve le Mike de la saison 1, tu vois, qui est le leader de ce groupe, mais pas le leader en mode faites ci, faites ça, respectez mes ordres, tu vois, mais le leader émotionnel, celui qui va dire tout va bien, ça va aller, on va s'en sortir parce qu'on l'a déjà fait et tant qu'on est ensemble, il nous arrivera rien. Et ça, c'est exactement ce qu'on attend de ce personnage. Ce leadership naturel qui était là en saison 1, on le retrouve. Donc tous ceux qui vont critiquer que nos personnages ils ont plus rien à raconter ou quoi, c'est pas exactement vrai. Ils ont évolué, ils ont gagné en maturité et quelque part, c'est un peu les mêmes qu'en saison 1, mais il s'est passé tellement de choses que genre même s'ils sont restés dans leurs positions respectives depuis tout ce temps,
Euh, il y a ce développement émotionnel qui n'est pas négligeable, quoi. Et c'est ça qui rend le truc encore plus cool et plus touchant. Franchement, j'ai adoré le cast. Et même elle, que tout le monde s'acharne sur elle, Millie Bobby Brown, a été vivement critiquée, surtout dans le volume 2, parce qu'il trouve que elle joue comme ça. Colère, tristesse, concentrée, joyeuse. On dirait, tu sais, genre un peu les t-shirts où... je crois que j'ai vu un t-shirt comme ça, c'est genre, t'avais Rogue, t'avais 9 personnalités de Rogue et t'avais Rogue content, Rogue triste, Rogue en colère, Rogue amoureux, et en gros, c'était toujours la même tête, tu vois. Et il lui reproche un peu ça. T'en as même qui ont été jusqu'à dire que, ouais, le Botox, ça, elle a fait du Botox, c'est ça qui l'empêche d'avoir des expressions faciales ou quoi. Vous en savez rien, genre. Honnêtement, mon avis là-dessus, c'est est-ce que elle peut jouer autrement? C'est plutôt ça la question qu'il faut se poser. C'est pas juste elle joue tout pareil, mais la question c'est est-ce qu'elle peut jouer autrement? Là, je vais un petit peu spoiler, mais dans ce contexte, là, elle est face à des gens qui la recherchent, qui veulent l'examiner, qui veulent la martyriser presque au point de la tuer. Comment tu veux qu'elle ait un sourire, qu'elle soit triste ou quoi? Genre, elle doit être concentrée comme dans cette image. Pareil, dans un autre contexte, quand Hopper va lui faire un coup bas, pour pas en dire trop, et que ça va avoir des effets sur elle, comment tu veux qu'elle ne soit pas en colère ou inquiète, tu vois? Comment tu veux qu'elle ait une autre expression faciale? Et quand t'as fait une session d'entraînement dans le premier épisode, qui est certes pas ultra bien filmé, on est d'accord, mais où elle a cette même expression et que les gens se disent bah pourquoi elle joue tout pareil? En même temps, elle a, c'est la seule personne qui a des pouvoirs au début de cette histoire, qui est certainement la pièce maîtresse de toute ce développement et qui est un peu le super-héros de toute cette série. Donc, comment tu ne veux pas qu'elle ait une pression monumentale sur les épaules et qu'elle ne garde pas son sérieux en permanence? Pour moi, c'est complètement normal qu'elle ait ce genre d'expression. C'est tout à fait naturel. Elle ne peut pas sourire, se détendre ou laisser paraître des émotions parce que si elle flanchit, le monde est foutu, tu vois. C'est ça qu'on essaie de nous faire comprendre. Mais et donc dans son jeu, c'est normal que ça se ressente comme ça, tu vois. Tu peux pas leur reprocher de jouer tout pareil parce qu'elle doit en fait. Pour moi, son personnage doit rester neutre, doit rester focus, peu importe ce qui arrive, tu vois. Je vais faire une parenthèse parce que ça me paraissait important qu'on arrête de casser du sucre sur son dos, alors que c'est peut-être une direction d'acteur qui est, à mon sens, plutôt correcte. Et tant qu'on est dans les critiques, vous avez certainement vu que l'épisode le moins bien noté de toute la série, finalement, c'est le saison 5, épisode 7. 5,7 sur 20. Sur 10, pardon. Et vous vous dites, ah ouais, il est vraiment nul? Eh ben non, il est absolument pas nul. Le problème, c'est que vous allez voir certainement qu'il a quand même beaucoup plus de notes que tous les autres épisodes, ou presque genre 10 000 notes de plus, parce que on a ce personnage de Will qui va avoir son monologue, son petit temps à lui. Je vous avez certainement compris de quoi je parle, mais je vais pas encore une fois rentrer plus dans le détail parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais du coup, ça a un peu réveillé tous les homophobes de Netflix, de Stranger Things, et du coup qui sont mis à créer une vague de haine autour de ce personnage qui n'avait absolument rien mérité de tout ça. Voilà. Donc si vous voyez que c'est noté comme étant le pire épisode de la saga, ça ne l'est pas. Je vous rassure. On peut définitivement passer à ce dernier épisode. Qu'est-ce qui vaut? Parce que c'est là où toutes les théories se sont construites, tu vois. On a 2h10 pour terminer une série qui nous a marqué pendant 10 ans, il faut pas se tromper. Et c'est difficile, c'est toujours compliqué de faire un final. Personnellement, j'ai apprécié. Parce que tu sens qu'ils ont écouté le public malgré tout. C'est peut-être pas ce que la plupart des gens auraient souhaité. Il y a certainement des défauts, je suis d'accord. Ce qui a d'ailleurs créé un mouvement derrière qui s'appelle le Conformity Gate, où les gens certains n'étaient pas satisfaits de la finalité de la série, qu'ils en ont cru pendant un moment que
ouais, il y allait avoir un épisode 9 qui allait être caché, qu'on allait nous révéler une semaine après la sortie de, entre guillemets, le dernier épisode de la saga, alors que non, il y en a encore un, machin. Parce que les gens étaient soit dans le déni de la fin de Stranger Things, soit pas satisfaits par l'épisode 8. Mais en vrai, la fin est pas déconnante du tout. Elle est plutôt bien. J'ai plutôt apprécié personnellement. Certes, elle est pas parfaite. Je pense que ça aurait mérité quelques changements, mais pas de là à dire que la fin est à chier. Moi, ça m'a fait plaisir. Comme j'ai dit, je sens que les fans ont été écoutés, surtout autour de certains personnages où on a joué avec un peu le cœur des fans parce qu'on sait les personnages préférés de la communauté, les personnages qu'ils aiment moins, et du coup, on va faire des choix. On sent qu'il y a des choix scénaristiques qui ont été faits, qui vont certainement déplaire à certains, plaire à d'autres. Moi, personnellement, ils m'ont plu. Mais un choix que j'ai vraiment apprécié, c'est que la fin de cette histoire, de tous les événements, arrive à 1 heure et demie d'épisode. Il reste donc 40 minutes derrière pour faire ton épilogue. Et je trouve ça trop bien parce que c'est le temps qu'il te faut pour digérer tout ça et pour être dans l'émotion de ce final. Et ce final, il m'a fait chialer. Il y a vraiment de la nostalgie qui se crée. Il y a le retour aux premières saisons. Les personnages comme les spectateurs reviennent à la base de ce qu'était cette série, à la première saison, et c'est vraiment très émouvant. Ça a été confirmé que ce sont les scènes qui ont été tournées en dernier, et ça se sent parce que les larmes qu'on voit, c'est pas des larmes qui ont été jouées, c'est des larmes qui ont été ressenties par les acteurs, parce que même pour eux, on n'y pense pas souvent, mais c'est comment ça s'appelle? Une fin, une page qui se tourne surtout pour eux, parce que c'est ce qui les a fait connaître, c'est ce qui a fait décoller leur carrière, c'est la fin d'une ère, quoi. Et ça rend le truc vraiment beau, et ça fout des frissons, ça te met en pleurs, t'es dans le même état émotionnel qu'eux, et c'est là où tu te dis que les frères Duffers, ils savent ce qu'ils font. Ils connaissent leur série, toujours mieux que les fans. Ça, c'est une certitude. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle se termine là où elle a commencé. Et c'est ça le plus important. La seule chose que j'ai envie de dire, c'est merci. Merci aux frères Duffers, merci à Netflix d'avoir permis à cette série d'exister et à nous faire grandir avec pendant près de 10 ans. C'est certainement une page qui se tourne pour tout le monde. Et le truc, c'est qu'il faut pas être triste parce qu'elle est terminée, mais plutôt être heureux de l'avoir vécue. Et que peut-être qu'un jour, on aura une suite. Il y a déjà des choses de prévues d'ailleurs. On a quelques spin-offs qui sont en route. Et même les frères Devers ont dit peut-être que dans 20 ans, 30 ans, on fera une suite, un reboot avec de nouveaux acteurs. Et peut-être que comme on sera en 2050 et quelques, cette série, elle sera plus dans les années 80, mais dans les années 2010, on sait pas. Et que la génération qui viendra après nous, bah, découvrira, comme nous, on a découvert les années 80 à travers Stranger Things, et que nous, on revivra tout ça avec nostalgie parce que on l'aura vécu pour de vrai cette époque. Voilà. Moi, de penser ça, je trouve ça juste magnifique. J'ai hâte de découvrir d'autres projets autour de cet univers de Stranger Things et à découvrir de plus en plus de séries qui sont tout aussi incroyables. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette dernière saison Stranger Things, de la saga en général. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo que je tease depuis un moment et qui va voir le jour très vite. Donc, à bientôt. Et d'ici là, regardez des films.